3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Pierre-Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Et nous avons la chance d'accueillir également Fabien Bossy, chef économiste France chez Société Générale CIB. Bonsoir Fabien. Bonsoir Grégoire. Hasard du calendrier, de la programmation, nous avons un économiste qui suit la France de près à nos côtés. Fabien, évidemment, commençons avec cette actualité française qui est devenue d'ailleurs un des titres majeurs de la presse financière mondiale aujourd'hui. On repart dans une séquence visiblement d'instabilité politique. À quel type de risque est-ce qu'il faut s'attacher quand on regarde effectivement cette situation politique? Je parle de risques économiques et de risques financiers. Comment est-ce que vous évaluez les risques aujourd'hui auxquels la France pourrait peut-être faire face? Alors oui, c'est le retour de l'incertitude politique. Après, elle nous avait-elle jamais vraiment quittés? Malheureusement, peu de monde osait espérer que la séquence budgétaire allait être un long fleuve tranquille. Alors le timing est peut-être, le point de rupture est peut-être arrivé un peu plus tôt que ce qu'on pensait, mais sur le fond, il n'y a pas vraiment de surprise à voir le retour des tensions politiques en France. Alors c'est un petit peu dommage parce que c'est l'un des points noirs de l'économie française depuis maintenant plus d'un an, cette forte hausse de l'incertitude politique qui pèse sur le climat, sur le moral des entreprises, mais aussi le moral des ménages. Alors, pour le voir, on peut faire un petit point sur comment était l'économie française durant cet été. On a eu des chiffres de croissance du PIB qui ont été publiés fin juillet, portant sur le deuxième trimestre, qui ont surpris positivement. Le consensus attendait à une hausse de 0,1% sur le trimestre du PIB. On a eu finalement une hausse de 0,3%, donc un rythme assez raisonnable, presque une bonne surprise. Presque soutenu pour l'économie française. Osons le dire. Ouais. Par contre, quand on regarde un petit peu les détails, malheureusement, on voit que les facteurs un peu moins allants de l'économie française étaient toujours présents, à savoir une consommation encore assez timide et un investissement encore en baisse. Et on avait en somme une demande domestique, particulièrement une demande domestique privée, encore stagnante au deuxième trimestre. Alors pourquoi on a eu une si forte hausse de la croissance, calmons-nous. C'est grâce à des facteurs un peu plus temporaires ou ponctuels. On a eu notamment une forte hausse de la production dans le secteur aéronautique ou aérospatial. C'est un secteur où il y a une forte demande étrangère, dans lequel les chaînes de production souffraient encore des problèmes qui sont nés durant la période Covid. Donc on a un rattrapage qui se poursuit. Mais les problématiques de fond de l'économie française, à savoir une demande domestique encore peu allante, ont persisté au deuxième trimestre et ça se reflète dans des indices de confiance des entreprises et encore plus des ménages qui sont restés en dessous de la moyenne. Et a été publié ce matin l'indice de confiance des ménages français pour le mois d'août. Et malheureusement, c'est encore une nouvelle baisse. On a un indice à 87 points. L'an dernier, on était plutôt autour de 94 à la même période. C'est à comparer à une moyenne historique autour de 100. On est retombé à des niveaux qu'on avait vus en 2023 lorsque l'inflation était à de hauts niveaux. On a des ménages français qui restent relativement pessimistes, qui continuent de beaucoup épargner et ça se traduit en une demande assez peu allantée. La situation politique est le reflet et la cause de ce pessimisme ambiant. Alors, cause ou conséquence, le débat peut durer pendant longtemps, mais le fait est que la situation politique pèse sur l'économie et s'il y a une clarification, c'est peut-être pas plus mal qu'elle arrive plus tôt qu'attendu. Entre ça et une rentrée chargée, autant affronter vous dites que c'était un point de rendez-vous inévitable de toute façon, que ce soit là le 8 septembre ou que c'eût été plus tard, c'était un point de rendez-vous de toute façon que les économistes, en l'occurrence qui suivent la France, attendaient. Voilà, les agences de notation elles-mêmes, dans leurs prévisions, intégraient ce risque politique. La plupart avaient pris note du plan budgétaire pour 2026, mais avec évidemment des doutes assez forts sur son implémentation. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. On va voir exactement comment les choses finiront, mais
il n'y a pas nécessairement de surprise sur le fait que le plan budgétaire va être difficile. Un plan budgétaire va être difficile de se mettre d'accord dessus. Et l'ajustement fiscal va être probablement moindre que ce qui était espéré. Comment vous évaluez dans ce contexte, je vous passerai la parole, mais comment vous évaluez dans ce contexte, Fabien, le risque financier qui peut être attaché à ce risque politique pour la France? C'est vrai que ce qui frappe les esprits et le constat que tout le monde dresse, c'est que, contrairement à la crise des dettes souveraines, aujourd'hui, beaucoup de pays, et à commencer par les pays de la périphérie, ont fait des efforts de consolidation fiscale et budgétaire qui les amènent aujourd'hui dans des situations, alors peut-être pas merveilleuses, mais en relatif, en comparaison avec la situation française, qui les amènent dans des situations bien meilleures. Et le marché, d'ailleurs, salue les efforts qui ont pu être faits par ces pays, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, etc. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation un peu difficile. On commence à être un petit peu le vilain petit canard de la zone euro. On est effectivement on a un déficit beaucoup plus élevé que la moyenne, pas beaucoup plus élevé que la moyenne, et il va falloir un jour ou l'autre faire des ajustements. Après, il faut savoir aussi relativiser les choses. C'est un ajustement, le plan que Bayrou prévoyait un ajustement sur 4 ans à un rythme soutenu mais modéré, finalement. La cible n'est pas hors d'atteinte, ça demande des efforts constants. C'est une question de persistance dans l'effort, plus que d'intensité. Vous dites, Fabien. C'est ça que ça demande plus, une certaine persistance. Et la bonne nouvelle, c'est que s'il n'y a pas vraiment de majorité pour faire un ajustement fiscal rapide, il n'y a pas non plus de majorité pour augmenter le déficit. Donc, voyons les choses du bon côté. Les comparaisons avec Liz Truss sont peut-être un peu surfaites. Liz Truss, rappelons-le, avait adopté un budget très expansionniste. Oui. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce dont on discute aujourd'hui. Quand vous dites un jour ou l'autre, à quel type d'horizon de temps? Et encore une fois, sous la surveillance des marchés. Donc une partie de la dette française, évidemment, est détenue par un public domestique français. Une autre partie est détenue quand même par des créanciers étrangers qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes contraintes ou les mêmes obligations. C'est le problème, mais le débat sur l'indépendance de la Fed est un petit peu similaire en ce sens qu'on peut laisser le problème grossir petit à petit pendant très longtemps avant que ça devienne un gros problème. Et c'est difficile de savoir à quel moment il y aura vraiment une discontinuité, à quel moment les choses vont déraper. Pour l'instant, le spread a monté ces derniers jours. On reste plus bas que les pics qu'on a vus. Au moment de la dissolution, c'est ça. Oui, effectivement, on était monté à 80 et plus, je crois, en juin 2024. On n'est pas revenu encore à 80. On se rapproche de 80 de spread entre la France et l'Allemagne. Pierre-Olivier Béfy, votre lecture de la situation française. Est-ce que c'est un sujet franco-français? Est-ce que c'est un risque qui est cantonné aujourd'hui à la France? Ou est-ce que ça peut être un risque de marché plus important aussi derrière? Je pense qu'il y a différents points. Le premier, c'est d'abord, il y a un peu la séquence politique actuelle. Moi, je pense déjà, il faut voir quand même le constat, c'est qu'en France, la discipline budgétaire, c'est un peu comme le retour des vacances. À l'automne, on se dit on va le faire, et finalement, on le repousse le lendemain. Donc mais c'est pas ce gouvernement-là en l'occurrence. Ça fait des décennies qu'on raisonne comme ça et que la situation est dérivée. Voilà. Donc ce gouvernement, il doit gérer les choses avec aucune stabilité politique parce qu'il n'a pas de majorité et en plus dans un contexte de crise de pouvoir d'achat. Je crois que Fabien l'a bien dit. Enfin, la faible confiance des ménages, c'est aussi parce qu'il y a des vraies questions de pouvoir d'achat chez les actifs, notamment. Voilà. Donc, la situation est un peu compliquée. Après, d'un point de vue, séquence de marché. Moi, je pense que d'abord, il faut, sans doute, il y a deux solutions à ce qui va se passer. C'est-à-dire que la première, si Bayrou ne survit pas à son vote de confiance, qui est quand même sans doute le scénario principal qu'on peut donner aujourd'hui, soit on aura la prolongation d'un gouvernement technique, soit on va avoir des législatives. Voilà. Donc moi, je pense que si on a des législatives annoncées, ça sera sans doute la deuxième quinzaine de septembre, parce que Macron va essayer assez rapidement de trouver un remplaçant s'il veut chercher un remplaçant. On va le savoir. Pour moi, ça peut être le pic de l'incertitude à ce moment-là. Voilà. Quand on s'amuse à parier sur qui sera le prochain Premier ministre, c'est le nom de... Alors, sur les plateformes de paris en ligne,
nom de Sébastien Lecornu ressort assez vite. Oui. Voilà. Bon, après, ça va ressembler. Il y en a plus 36. Ça va ressembler après un gouvernement technique, encore une fois, oui. qui gère les affaires courantes. C'est ça qui va être. Mais après, moi, je pense que la séquence aussi, en termes budgétaires, va pas être si mauvaise pour ce qui suit, parce qu'on va avoir un gouvernement technique qui va, pour le coup, pas faire politique expansionniste. Et puis, il faut pas oublier le cycle électoral local. Parce que cette année, c'est beaucoup plus difficile de faire baisser le déficit public parce que toutes les municipalités sont en mode on dépense, il faut des beaux projets avant les élections de l'année prochaine. Il y a des travaux un peu partout. Voilà. Et l'année prochaine, le déficit, il va spontanément pas mal se réduire en fait. Donc il y a un élément technique qui font que par effet de base, on va avoir quand même des effets, des effets de base plus favorables à un moment. Exactement. Donc je pense qu'il faut pas trop paniquer et qu'il y aura un moment où moi je suis plutôt assez optimiste qu'il faudra sans doute un peu racheter les marchés à un moment. Voilà. Après, sur le constat de fond, franchement, moi, ça me fait penser, si on fait un peu d'histoire, ça me fait penser à l'époque de Louis XIV, quoi. On dépense comme Colbert et on taxe comme Fouquet. Bon, ça s'est fini avec la Révolution française à peu près 25 ans plus tard. Enfin bon, je pense que c'est aussi le climat actuel. Donc oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour moi, le point vraiment d'ancrage, ça va être ce qui se passe en 2027. Mais je pense que, encore une fois, d'un point de vue tactique, oui, il y a le stress maintenant. Il ne faut pas quand même sous-estimer que tous les actifs qui corrigent, notamment les banques européennes, c'était des actifs. Bien sûr, il y a des prises de profit. Détenus, etc. Bien sûr. C'est normal. Le secteur des banques européennes fait mieux que le Nasdaq depuis la période Covid. Voilà, donc il peut y avoir aussi un peu de justement. Mais je pense que ça devrait être acheté à un moment. Voilà, donc non, mais pour poser la question, puisqu'on voit des gros titres qui commencent à fleurir sur l'idée que le FMI est à nos portes, il y a celui de l'Angleterre aussi. À nous, enfin, il n'y a pas que la France qui est dans une situation fiscale, budgétaire compliquée, même si certains ont fait des efforts, d'autres ont du mal à en faire encore aujourd'hui. Enfin, l'idée que le FMI puisse être à un moment concerné par la situation française, ça reste du domaine de la fiction. Non, mais après, moi, je pense qu'il y a deux. Encore une fois, comme Éric Lombard, vous excluez pas le fait que le FMI puisse un jour être appelé à la rescousse. Il y a un point de situation et deux scénarios pour moi. Le point de situation, c'est quand même qu'on est dans une zone où la Banque centrale elle a déjà pas mal baissé les taux. Donc même si le spread français s'est écarté, les taux français, dans l'absolu, n'ont pas beaucoup monté. Non. Donc il n'y a pas vraiment de stress, je dirais, de solvabilité. C'est juste qu'on est moins bon que les autres. Voilà. Et on devient même peut-être le centre de l'Europe. Sur du 10 ans, c'est un taux marginal pour la nouvelle dette qui arrive, mais ça reste encore... On peut vivre un temps, en tout cas, avec ce niveau de taux-là aujourd'hui. Il y a de l'augmentation structurelle des charges d'intérêt qui se fait parce qu'on a emprunté beaucoup moins cher après le Covid, etc. Bien sûr. Mais on n'a pas une poussée brutale de solvabilité là-dessus. Donc ça, donc il me semble qu'il y a des différences en termes structurels. La deuxième chose, c'est en effet que sur les scénarios, il y a le scénario de la lente glissade, où on va attendre à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais en fait, on glisse petit à petit, et ça peut durer très très longtemps. Voilà. Et puis oui, il y a des moments où la liquidité, elle n'est plus là, et là, ça pose un gros problème. Voilà. Après, les garde-fous sur cette liquidité, ça reste la BCE, ça reste le fait que, pour l'instant, on n'a pas un gouvernement qui veut partir dans le décor sur le budget. Non. C'est quand même ça qui est important. Si par contre, on a un gouvernement qui, par exemple, en 2027 ou après une élection législative... qui veut s'affranchir de toutes les règles. Alors là, ça va devenir très dangereux d'un seul coup. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas dans ce contexte-là aujourd'hui. Voilà. Sophie, la situation française sur les marchés, voilà, est-ce que c'est une situation très franco-française ? Est-ce que ça se regarde quand même d'un point de vue européen ? Et qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur ? Alors, est-ce qu'il y a un moment où il faudra... Oui, il y a toujours un moment où il faudra racheter, j'imagine, mais quel va être un peu le scénario, la séquence à laquelle vous allez vous attacher pour vous dire, tiens, c'est peut-être le moment de remettre un peu d'action française, pourquoi pas ? Oui, alors alors déjà, il faut bien considérer que les actifs français portaient déjà une prime de risque importante. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu la dissolution. On sous-performe depuis juin 24. Voilà, exactement. Les taux, l'écartement du spread de taux, si on prend un indice pondéré par le PIB européen, on a aujourd'hui une prime de 30 points de base. On avait une décote de 20 points de base au moment de la dissolution. Donc effectivement, le coût de la dette, a augmenté de 50 points de base, mais ça bouge plus. C'est-à-dire que ça bouge pas particulièrement. On a repris 5 points de base. Oui. Il n'y a rien de très violent, je suis d'accord. En fait, il n'y a rien de très violent en réalité. On parle donc du secteur bancaire. Effectivement, il y a une consolidation importante. Enfin, c'est pas que le secteur bancaire d'ailleurs, c'est tout ce qui peut être assimilé à des victimes nationales. On a vu les concessions hier, le BTP, bien sûr. Où est-ce que le gouvernement pourrait aller prendre de l'argent via une taxe supplémentaire, etc.
Bon, il y a déjà, quand on regarde, par exemple, je prends l'exemple de la BNP. Ouais. La BNP, donc, c'est une banque qui s'est revalorisée avec l'ensemble du secteur bancaire européen, mais qui aujourd'hui se paye sur un PE, donc le prix rapporté au résultat, de 7 fois, alors que la moyenne du secteur européen est à 10. Donc le re-rating, en fait, la revalorisation, elle a été stoppée depuis le printemps. Ah ouais. Donc le cours de bourse a continué à monter parce que les résultats étaient très bons. Mais il n'y a plus de revalorisation du secteur européen, puisque effectivement, le principal risque aujourd'hui du point de vue de l'investissement en actions sur des sociétés françaises, c'est le risque fiscal. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement, qui a protégé quand même un peu les entreprises, est obligé d'offrir une concession, par exemple au Parti socialiste, pour faire passer son budget, et dit, bon, bah d'accord, ok, alors on va taxer, tac, on va mettre une super taxe sur les profits des grandes entreprises. C'est pas complètement impossible à imaginer. Et là, du coup, le gouvernement tient et on est reparti. Donc c'est ça, mais ça, c'est déjà payé. Ouais. Enfin, sur 2 jours, la BNP, la SocGen, AXA, des sociétés qui sont, ont perdu pratiquement 10%. Le marché est capable de mettre un prix très rapidement sur cette situation politique. Extrêmement rapidement. Donc ce choc-là, il est absorbé, d'ores et déjà. Sur les financières au sens large européennes, c'est aussi une opportunité de prendre des bénéfices, je pense. Oui. Parce qu'on a effectivement un secteur qui aujourd'hui n'est pas cher, non, en tout cas, mais qui s'est revalorisé de façon extrêmement rapide depuis le début de l'année. C'est-à-dire que c'est un secteur c'était un rallye silencieux depuis 2-3 ans, et puis cette année, il y a eu une accélération. Dure, hein. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais cette année, il y a eu une accélération, une augmentation du positionnement. Les investisseurs ont redécouvert les banques, y compris les investisseurs internationaux d'ailleurs. Se sont engouffrés sur à peu près le seul secteur qu'on pouvait acheter, il faut être honnête. Et donc, tout le monde a revalorisé ce secteur-là. Aujourd'hui, on paye les bancaires européennes, on l'a dit, 10 fois, 1,3 fois les comptes propres, etc. On n'est pas du tout pour un RE, donc pour un retour sur le capital, aux alentours de 12%. Donc, on n'est pas très cher. Par contre, on peut vraiment respirer. Le secteur, il a pris 60% depuis le début de l'année. Non, il n'y a rien de douloureux pour les investisseurs, donc, avoir des cours de bourse, effectivement, par baisser contre, d'un peu plus de 30%. On peut là. avoir des prises de bénéfices, du repositionnement, etc. Donc ça, je dirais qu'entre guillemets, c'est un peu légitime. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille se sauver du secteur. Je pense que le secteur reste attractif, que la configuration européenne, avec les plans de relance en Allemagne, avec plus de cohésion, avec les plans mis en place de titrisation pour financer des grands projets, avec une normalisation des taux d'intérêt, etc., reste très favorable pour le secteur bancaire. Et on a quand même des dividendes en agrégé qui sont supérieurs à 5%, plus des rachats de titres. Donc on n'est pas non plus, par contre, une respiration. Je pense que c'était l'opportunité d'une respiration, effectivement. Secteur bancaire en première ligne, évidemment, dès que ces sujets politiques reviennent sur devant de la scène. Sont un petit peu de la fiscalité pour ces entreprises, le fait qu'elles prêtent à l'économie réelle, et puis le fait qu'elles portent aussi de la dette française, qui a perdu un peu de sa splendeur ou de sa superbe ces derniers temps. Mais donc, je vous rejoindrai, pas de panique. Pas de panique, très bien, mais restons sur cette idée de pas de panique. Ça veut dire, pour reprendre la discussion avec vous, Fabien, le marché, les créanciers attendent un effort de consolidation budgétaire, mais comme vous dites, il faut aussi garder la tête froide. Comment est-ce qu'on fait les choses bien ? Est-ce qu'on peut coupler une rectification de la trajectoire des finances publiques en préservant de la croissance, voire de la compétitivité, de la productivité pour une économie comme la nôtre aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un chemin pour ça ? On verra ce que le politique décide, mais est-ce que c'est déjà, économiquement possible ? Ça paraît tout à fait faisable, et le plan de Bayrou donnait un chemin. L'année d'avant, Barnier montrait aussi un chemin pour redresser les dépenses, pour redresser le déficit. On est dans une phase où, lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, c'est censé aller avec une inflation plus élevée. Alors, ce n'est pas le cas en France en ce moment, et c'est vrai que ça complique un petit peu la tâche du gouvernement, parce qu'une inflation plus faible, ça veut dire... Il y a plus d'inflation, là. Ça veut dire plus difficile de rogner sur les dépenses en jouant sur la hausse des prix. Mais la France n'est pas censée être une exception ad vitam aeternam dans ce contexte-là. L'inflation est censée revenir vers les 2%, vers la cible de la BCE, et les taux plus élevés en zone euro aujourd'hui comparés à ce qu'ils étaient avant la pandémie, c'est parce que les anticipations d'inflation sont plus élevées.
Et plus d'inflation, ça veut dire plus de possibilités pour rogner sur les dépenses de façon un peu moins douloureuse. Indolore, ouais. Voilà. Oui. Donc il y aura de la marge. Encore une fois, l'ajustement budgétaire qui, en l'étalant sur 4-5 ans, on est sur des rythmes assez tout à fait faisables. Comment le faire dans les détails, c'est là où le monde politique s'écharpe. Mais on peut noter qu'on se bat souvent sur des mesures valant 1 ou 2 dixièmes de point de PIB. Le montant de l'effort en lui-même n'est pas quelque chose qui est très largement combattu. On n'a personne qui appelle à une relance budgétaire massive en France. Vous disiez, ouais. Donc, de ce point de vue-là, on peut être plutôt rassuré sur la direction prise. Bon, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de capitaine à bord du bateau. Et c'est un statu quo forcé, quoi. Voilà, c'est ça qu'espère d'avoir. C'est le rêve des marchés, c'est d'avoir enfin quelqu'un qui serait capable de prendre des décisions. Bon, malheureusement, en ce moment, c'est pas le cas. À partir de quel moment ça deviendrait un problème pour la Banque Centrale Européenne, par exemple? Alors, je vous amène peut-être dans un scénario fiction, Fabien, mais c'est des questions qu'on se pose à chaque fois. À partir de quel moment ça nécessiterait plus qu'une attention de la Banque Centrale Européenne? Et avec quel type d'instrument la Banque Centrale Européenne peut-elle, aujourd'hui, avec les enseignements de la crise financière, contenir ce genre de dérapage, si le dérapage réel se mettait en place? Alors, tout d'abord, la cible de la BCE, c'est l'inflation. Donc, la principale préoccupation de la BCE, ce sera est-ce que tout cela a un impact sur l'inflation? Pour ça, il faudrait un impact économique majeur. Bon, pour l'instant, l'incertitude politique, on le vit en France depuis plus d'1 an. Comme on l'a dit, ça pèse sur le climat des affaires. Ça nourrit une croissance sous-jacente très, très molle en France, mais qui reste positive. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer. Encore une fois, il n'y a aucune raison de paniquer pour la BCE. Ce n'est pas un impact majeur sur la cible d'inflation. Après, est-ce que, et pour l'instant, et sur le plan des marchés financiers, là aussi, on n'est pas du tout dans une configuration qui appellerait une réaction spécifique. Pour l'instant, on en est très loin. Ah ouais. Bon. Pas de panique, donc je retiens le message, effectivement, c'est ce qu'on peut retenir de la journée sur les marchés, même si le CAC a baissé encore d'1,5% aujourd'hui, sous-performe les autres indices européens. On est à peu près sur les niveaux d'il y a 1 an, au moment de la dissolution, autour de 7800 points pour le CAC, avec, on le disait, sur des marchés obligataires. Bon, des investisseurs qui mettent un prix, mais encore une fois, sans rupture, sans discontinuité par rapport aux tendances qu'on pouvait observer jusqu'à présent. On n'a peut-être pas totalement bouclé le sujet. Si vous avez encore quelques remarques, Pierre-Olivier, et puis je veux bien qu'on en vienne à la question de l'indépendance des banques centrales. Encore une fois, dans un contexte où les niveaux d'endettement accroissent peut-être un peu la pression et la responsabilité pour certains banquiers centraux également. Comment vous regardez ce qui se passe aux États-Unis? Ça va vite. Oui, après... Moi, je pense qu'il y a deux. Enfin, on le voit à travers ce qui est pricé pour l'année prochaine en termes de baisse de taux. Chez qui? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Non, on est passé aux États-Unis. Oui, je comprends. Non, moi, je vais continuer un peu sur la France et le marché. Non, mais passons aux États-Unis. On en reparlera les États-Unis méritent bien quand même quelques minutes de discussion. Voilà, je vous l'accorde. Mais sur les États-Unis, je pense que la Fed. C'est assez clair je pense qu'il va quand même couper. Je vois encore des gens. Septembre, c'est done deal? Même pour moi, c'est un done deal. Pour 2 raisons. La première, c'est que. Bon, déjà, quand on regarde historiquement, quand on a 2 membres de la Fed qui sont en désaccord à la baisse, historiquement, 100% dans tous les cas... Le meeting suivant... Non, dans les 3 meetings qui viennent, il y a des cuts. D'accord. Voilà. C'est pas toujours le tout premier meeting. Mais en gros, il y a des cuts qui arrivent. Bon. Voilà. D'autant plus que, on commence à avoir des remplacements le board devient plus dovish. Voilà, on va dire ça comme ça. Deuxième chose, les révisions d'emploi. Donc, les révisions d'emploi, quand elles sont aussi fortes, généralement, et qu'en plus il y a un chiffre qui est moyen, généralement les 2-3 surveys qui sortent après, 2-3 sont plutôt pas très bons. Voilà. Donc je pense que celui de septembre va être moyen. Et en plus, on a la révision trimestrielle qui arrive 2 jours plus tard. Ça, les gens l'oublient. De l'emploi. Ah oui. Et celle-là, elle va être drastique. Ouais. Parce que quand on regarde les chiffres de l'enquête ménage aux États-Unis par rapport au NFP, il y a peut-être 1 million d'emplois où on ne sait pas trop d'où ils viennent. Voilà. Donc, il y a un potentiel de révision à la baisse très fort aussi sur l'annuel. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura assez d'arguments, je dirais assez de viges pour que Powell il coupe en septembre. Voilà.
Et quel sens il va donner à cette baisse de taux? C'est un ajustement assurantiel? Oui, c'est pas le début d'un cycle de baisse? Alors, je sais pas, on va voir. Parce que là, il est quand même surpris d'un point de vue très dovish. Je trouve que, moi, je trouve que c'est assez clair ce qu'il veut faire. Enfin, il veut couper les taux de toute façon, Gary. Donc, on y va. Voilà. Après, le problème de Powell, c'est un peu comme Keynes qui disait que quand les faits changent, je change d'avis. Bon, lui, il change d'avis quand les faits changent, mais bon, les faits changent plus que lui. Donc, à la fin, il se retourne en permanence. Le marché change, oui. Voilà, bon, tu connais bien mon avis sur Powell, je ne vais pas en rajouter aujourd'hui. Non, moi, le risque que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de couper les taux, et il va sans doute couper les taux dans un moment où l'économie américaine est fragilisée. Elle est fragilisée pourquoi? Parce que, notamment, on a un resserrement budgétaire. En fait, c'est ce qui se passe par-dessous. C'est-à-dire que Trump, il a commencé par les tarifs. Et pour l'instant, il ne fait pas de stimulus budgétaire. Voilà. Il y a un tout petit peu de stimulus parce que, par exemple, les mesures de dépréciation accélérée du capital sont déjà en place et donc rétroactives au début de l'année. Mais pour l'instant, c'est un effet domaine. Il n'y a aucune entreprise qui s'est mise à monter l'investissement. Voilà. Donc, ce n'est pas un effet économique, c'est un effet financier. Seul le marché a anticipé les baisses d'impôts à venir, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on est dans la phase de resserrement budgétaire. On est dans la phase où, par exemple, typiquement, le ménage, ça se voit dans l'inflation. On est un peu dans un méli-mélo. On a les taux immobiliers qui restent quand même très, très élevés. Donc, on a un peu de décélération des prix immobiliers, etc. Donc, l'inflation immobilière est plutôt légèrement en baisse. Et puis, pour tout le reste, on a une augmentation du prix des biens parce qu'en fait, on commence à avoir de la contagion, même si elle est graduelle parce qu'il y a eu des anticipations d'importation qui ont été faites en début d'année, etc. Mais par contre, on voit que dans les services, c'est un peu moins bien. Parce qu'on voit que les ménages sont contraints, justement, par ces hausses de tarifs et de contraintes de pouvoir d'achat. Mais moi, je pense que l'année prochaine, l'économie américaine, elle va être très forte. Parce que là, on va front-loader, avancer toutes les mesures de politique budgétaire sur 10 ans en amont des élections de mi-mandat. En plus, Trump, il va nous sortir quelque chose. Il va nous sortir $1,000 pour tous les Américains, comme ça, pour essayer de dire, voilà, moi, je suis le mec sympa, je comprends, etc. Donc, il y a encore les moyens de ressortir quelque chose au niveau budgétaire. Donc, je pense qu'on aura... c'est quelques baisses de taux pour enlever un peu de pression, mais c'est tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin de soutenir l'économie américaine. Il y a besoin d'être accommodant. Et du stimulus budgétaire, dans un contexte où les conditions financières sont déjà bien, avec la baisse du dollar, etc. Donc, ça veut dire quoi sur le plan des marchés? Donc, très positif action, actifs risqués, et un peu plus compliqué peut-être pour la partie bonds obligataires. Oui, il faut être. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer pour l'année prochaine. Après, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être joué en fin d'année. Voilà, je pense qu'on peut avoir un très très bon rallye de fin d'année grâce à ça. Mais pour en revenir à la question du départ que tu avais posée, c'est que le problème, c'est que le marché, il a du mal à presser ça. On voit que l'année prochaine, il presse encore plus de baisse de taux. Parce qu'il y a la politisation de la Fed. Donc, on a même le risque que la Fed, l'année prochaine, continue à baisser alors que l'inflation réaccélère. Voilà. Et ça, c'est quand même assez baissier de l'art. Et donc, ça va être assez bon pour les actifs réels. Les actions en font partie, mais je pense qu'il n'y a pas que les actions. Les matières premières, etc. On va rentrer dans un schéma qui peut tourner très, très vite par rapport à l'atmosphère qu'on a aujourd'hui. Ça vous inquiète, la question de l'indépendance des banques centrales? En tant que gérante, investisseur, Sophie? C'est un vrai sujet. Non, oui, c'est un vrai sujet. Heureusement, en tout cas, le système américain a énormément de check and balance, c'est-à-dire de... Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Effectivement, la Fed va être probablement un petit peu plus dovish, mais pour autant, il ne peut pas complètement renverser l'ensemble du collège électoral, l'ensemble du collège de la Fed. Donc, la question ne se pose pas en ces termes. C'est là encore, c'est du bruit politique très 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 désagréable. Ça fragilise effectivement un petit peu la confiance, mais ça remet pas complètement en question, non, effectivement, la problématique d'indépendance de la Réserve fédérale. Mais on comprend la tentation pour Donald Trump, effectivement. À sa place. Oui. Vu qu'il ose tout et que rien ne l'arrête, pourquoi il n'essaierait pas ça aussi? Ça se retrouve, donc dans la baisse du dollar, dans les primes de risque, les primes de terme. Dans les primes de risque, sur les actifs américains, pas tant que ça, mais sur le dollar principalement. Sur le dollar principalement. Le dollar qui baisse plus trop quand même depuis quelques semaines. Oui. Après la grande dégringolade des 6 premiers mois de l'année, ça s'est un peu calmé. On a quand même fait moins de 1,05 à presque 1,20. On a fait 1,19 au plus haut, je crois. Donc effectivement, on a... Donc même le limogeage supposé d'une gouverneure de la Fed, aujourd'hui, ça semble être déjà intégré peut-être dans le prix du dollar. Oui, probablement. Et puis entre-temps, on a le risque politique européen qui se réveille. Donc c'est aussi un jeu de vase communicant qui sera le plus moche dans l'ensemble. Donc voilà. Bon.
question. La dépense de la Fed, j'ai un petit avis un poil différent de Sophie, mais je pense que la Fed, d'abord, elle est sous dominance budgétaire depuis 2009. D'accord. Avec les... Donc elle est plus totalement indépendante, quoi. Donc elle a déjà perdu une partie de son indépendance opérationnelle, on va dire ça comme ça. Quand on est en déflation par la dette, en fait, le gros problème qu'on a, c'est que si, par exemple, il y a trop de resserrement budgétaire, on est obligé de faire du QI, essayer d'aller beaucoup plus loin pour relancer l'économie. Et je pense que quand même, depuis Biden, c'est-à-dire que ça remonte avant Trump, je pense qu'il y a quand même un comportement du gouvernement américain qui a cassé un peu une partie de l'indépendance de la Fed. Ça se voit à travers plusieurs éléments. Le premier, c'est par exemple la gestion des émissions obligataires américaines. Ouais. Enfin, déjà, avec Yellen, on avait déjà énormément de T-bills qui étaient mis en place. Ouais. L'idée, c'est de contraindre encore plus l'offre sur la partie longue. Le ministre actuel des Finances, il a critiqué, mais il fait exactement la même chose. Et puis, ils sont avec les cryptos, etc. Ils font tout pour essayer de monétiser une partie de la dette publique et de le faire en accélérant les émissions de la partie courte, etc. Une banque centrale qui est dans ces conditions-là, c'est très compliqué pour elle parce que ça veut dire que ces taux, en fait, ça devient les taux du gouvernement essentiellement pour la dette. Donc, c'est pour ça que le gouvernement se plaint de plus en plus de se dire, mais regardez, c'est à cause d'eux qu'on paye des charges d'intérêt démentes. Voilà. Et puis, sur la partie longue, ça empêche une partie de la transmission de la politique monétaire. Donc, moi, je pense qu'elle est déjà bien écornée. Et l'autre point, c'est que, historiquement, on l'a vu après la Seconde Guerre mondiale, quand on arrive à des taux d'endettement aussi élevés, c'est difficile de s'en sortir sans des taux réels négatifs, sans laisser un peu filer l'inflation, etc. Parce que sinon, ça devient... c'est le régime à la grecque où on commence à faire des coupes budgétaires démentes, nouveau framework qui supprime quand même les références à l'effective lower bonds, etc. Il y a quand même des c'est tout le paradoxe de la... On sent quand même qu'ils n'ont pas envie de revenir à ça, quoi. Oui, mais bon... à la Pareil fin, pour la BCE, j'imagine. À la fin, quand ça coûte tellement cher, et puis on va inventer des trucs. On va expliquer que c'est parce qu'on est en compétition avec la Chine qu'aujourd'hui, on va quand même pas s'amuser à payer 5-6 points de PIB de taux de charge d'intérêt, alors qu'on pourrait utiliser ça pour la vie des gens. Donc de la répression financière devant nous encore, et des taux réels les plus accommodants possibles. Je suis d'accord avec Sophie, positifs, il y a quand même un souci de garder cette idée d'indépendance. Voilà, que dans les faits, elle reste quand même indépendante. Mais, dans l'idée, elle reste indépendante. Mais il y a quand même déjà des craquements qui sont quand même assez forts, je pense, et qui risquent de s'amplifier avec les contraintes budgétaires. Fabien, sur l'indépendance des banques centrales, beau sujet. C'est beau sujet. Je vais faire un petit plaidoyer quand même en faveur de l'indépendance des banques centrales. Ça sert à quelque chose. Alors, on espère que ça sert à quelque chose. Ce serait dommage autrement. Mais c'est vrai que on peut se rappeler que l'indépendance des banques centrales est devenue une norme après les fortes hausses d'inflation dans les années 70-80. C'est devenu le grand remède que les économistes ont prescrit. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans les années 70-80, on ne faisait pas des politiques monétaires... sur le moment, on n'avait pas forcément l'impression de faire des politiques monétaires très accommodantes. Les taux étaient un peu plus bas que ce qu'ils auraient dû être, sous la pression des politiques, en essayant de faire baisser un taux de chômage qui était toujours trop élevé, qui continuait d'augmenter parce que l'inflation n'était pas contrôlée. Alors on a l'impression que moins d'indépendance des banques centrales, c'est pas grave tant que les taux restent à peu près proches du niveau neutre, mais des taux qui sont constamment en dessous de là où ils devraient être, même si c'est pas forcément beaucoup, ça peut suffire à nourrir un décrochage des anticipations d'inflation à long terme. C'est pour ça qu'on avait fait l'indépendance des banques centrales. Alors, il y a un grand débat à avoir est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ça qui a créé l'inflation? Est-ce que c'est vraiment ça qui l'a fait baisser? Le débat est tout à fait ouvert, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête lorsqu'on parle de ça. Et voir effectivement le président Trump plaider pour un très fort assouplissement monétaire alors que le taux de chômage est à 4%, c'est quand même quelque chose d'un peu surprenant. C'est vrai, mais on n'est pas non plus... on est quand même au-dessus du taux neutre. En l'occurrence aux États-Unis. Modérément restrictif, c'est l'évaluation que fait. La politique monétaire est modérément restrictive. Il n'est pas impossible que le taux de chômage augmente. Et quand le taux de chômage commence à monter, c'est plus difficile. Voilà, c'est plus difficile effectivement. Donc il y a quand même cette situation qui est un petit peu délicate. Après, c'est vrai que le mix politique monétaire, politique budgétaire va être particulièrement accommodant
Puis il va falloir bien distinguer un banquier central qui baisse les taux pour de bonnes raisons, sans être politisé ou arsenalisé par l'administration, par rapport à un banquier central qui lui aussi baisserait les taux et le ferait pour des considérations de flatterie ou autre. Une forme de défiance vis-à-vis de la dette américaine, vis-à-vis du dollar américain qu'on a entendu de plus en plus dans la sphère notamment des hedge funds. Voilà, c'est la fin du dollar. Oui. Bon, la monnaie de réserve, c'est quand même, on est quand même assez loin. La fin du dollar, en tout cas, le temps de trouver une alternative. Voilà, on va avoir du mal à remplacer par l'euro, c'est un petit peu le problème. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur les marchés là en cette rentrée? Sophie, gardez la parole. Déjà, juste un mot de l'été. Moi, je mettais hier en titre un été Goldilocks sur les marchés. Alors, on m'a fait remarquer, oui, mais bon, les Goldilocks, c'est quand les taux sont plus bas, etc. Mais quand même, c'est un été où les choses se sont bien passées, à commencer pour les actifs risqués. Même sur le front des taux et du dollar, c'est vrai. La vol est un peu retombée quand même. Absolument, la vol est retombée, c'est vrai facialement. Dans la pratique, il y a quand même pas mal. Alors, vraiment, le marché, il est porté par deux grandes tendances. La croissance aux États-Unis avec la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle, et toute la chaîne de valeur. Et puis, en Europe, grosso modo, les financières et le plan allemand. Donc, demande interne, européenne, pas française, c'est clair, mais enfin bon, pour le reste. Et puis, aux États-Unis, ça. Donc, c'est marrant parce qu'on a d'un côté la value, de l'autre côté la croissance. C'est sympa. Donc, on a vraiment deux grands... Chacun est dans son domaine, quoi. Chacun est dans son domaine. Aux États-Unis, il y a pas mal de cracks qui commencent à apparaître, et on l'a vu notamment cet été, dans le domaine de l'intelligence artificielle, les questionnements qu'on peut avoir autour du retour sur investissement se font de plus en plus prégnants. On commence à voir aussi des gagnants et des perdants, notamment dans le monde des softwares. Et donc, il y a quand même pas mal d'interrogations, pas mal de rotations. Il y a une remontée spéculative quand même assez forte qu'on a vue aussi. Donc, en fait, il y a un niveau d'alerte qui remonte quand même vis-à-vis du marché américain, en tout cas. En tout cas, vis-à-vis de ce segment. Oui. Alors, moi, ce que j'aime bien dans l'évolution actuelle, c'est que, effectivement, ce segment-là valorise une forme de perfection, pratiquement, avec des investissements séculaires extrêmement forts pour construire du data center, des chips. Donc ça, c'est super. Ça a apporté le marché sur tout le premier semestre. Est-ce que c'est ça qui va durer? Moi, je trouve que quand même, on voit apparaître certaines interrogations. Donc, on a parlé des softwares, on a parlé des industriels sur l'électrification, etc. aussi. Donc, c'est peut-être déjà le moment de mettre un point un peu moins important peut-être sur ce thème-là, sur ces... En tout cas, il y a des interrogations. Même si c'est un thème qui va durer quand même encore un certain nombre d'années, il y a pas mal d'interrogations. Donc, ça va être intéressant de voir la communication d'NVIDIA demain soir, qui, avec une valeur qui fait quand même 4 000 milliards de capitalisation boursière, bon, ça peut avoir un impact en tout cas. Donc, ça va être intéressant. Ça, c'est un des premiers sujets. Alors, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que dans cette phase de conditions financières qui s'assouplissent et de conditions budgétaires qui restent supportives, ce qu'on peut imaginer sur le marché américain, c'est quand même une diffusion à d'autres secteurs de l'économie. Et ça, c'est plutôt sympa, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à aller ramasser aux États-Unis. J'ai l'impression que j'entends ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, l'élargissement, le broadening. Mais parce qu'en fait, réalité ou... Alors, c'est parce que vraiment, pendant 3 ans, il fallait faire que de la tech. Donc, il y a eu DeepSeek, il y a eu un moment de désaffection, mais grosso modo, il fallait faire que ça. Là, effectivement, des conditions de financement qui s'assouplissent. Ça se voit déjà dans le Russell, il y a une journée, c'est quand vendredi, le Russell il y a des choses qui commencent à bouger. 4-5% de hausse. On parlait, là, il y a un moment de la construction, de l'immobilier. Enfin, il y a vraiment des pans du marché américain qui sont très mal aimés et qui commence peut-être à redevenir un petit peu plus intéressant. La partie consommateur a été très difficile, finalement, partout. Or, les indications qu'on voit là sont à suivre, mais sont pas forcément si mauvaises sur l'activité au mois de juillet. Il y a d'autres choses qui peuvent se dessiner aussi, qui pourraient être intéressantes. Il y a du relais peut-être dans ce marché américain. Sur d'autres domaines. Bon. Et puis la grande question en Europe, c'est bien entendu, est-ce qu'on passe finalement d'un moteur de demande interne vers un retour vers les multinationales? Et là, tout à fait honnêtement, ça reste compliqué. Ouais. Voilà. 30 secondes pour conclure sur la logique d'investissement, là, Pierre-Olivier. Oui, non, mais je partage beaucoup de choses qui ont été dites par Sophie. Je ne sais pas si on peut parler d'élargissement. Je pense qu'un des points, comme il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on va soutenir à long terme le momentum sur la tech, voilà. Sachant qu'il y a à peu près 10 ans, ce qu'on appelait les valeurs de croissance, ça représentait 10% de l'investissement du S&P. Aujourd'hui, c'est 50%. Donc, c'est plus vraiment des valeurs de croissance. C'est des boîtes qui investissent énormément et on ne sait pas exactement si ça va marcher aussi bien qu'avant. Donc, il y a quand même des interrogations là-dessus. Après, si justement... ça fait 2 semaines quand même que le Russell surperforme. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même l'idée...
que s'il y a une correction, ça se passera un peu plus violemment, peut-être sur les valeurs de croissance. Voilà. Du coup, on peut aller un peu ailleurs. Et puis, si il y a vraiment le marché repart, etc., je pense que oui, en effet, on peut se dire aussi que ces valeurs un peu en retard peuvent peut-être un peu rattraper. Voilà. Après, moi, à titre personnel, comme je reviens juste de vacances, j'aime bien les anecdotes sur les vacances, mais je pense le marché, comme nous, il a bien bronzé pendant les vacances. Là, faut en mettre un peu de crème solaire avant l'hiver, et puis après, on verra, quoi. Mais je suis pas hyper. Je pense qu'à court terme, ça fait sens qu'il y ait des prises de profit, qu'elles soient parfois provoquées, comme en France, par des événements un peu exogènes. Mais je pense que ça fait un peu partie de la logique du marché à court terme. C'est moi, vous avez déjà perdu un peu de votre bronzage. Moi, je ne bronze pas. Vous bronzez, oui, d'accord. Problème. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Olivier Béfi, Boursorama Gavaudan, Sophie Chevelier d'Orval Asset Management et Fabien Bossy, Société Générale CIB.